Voilà, avec Karl Brochu, chaque semaine, le dimanche soir, vers 8h, en direct sur sa chaîne, on va faire une émission. Et moi, je poste plus tard dans la soirée, en différé, l'émission sur ma chaîne YouTube. Ce soir, on a parlé principalement de la situation extrêmement instable en Iran, puisqu'il y a eu un accident d'hélicoptère manifestement très grave, hélicoptère dans lequel il y avait 4 autres personnalités iraniennes, dont le président Raisi et le ministre des Affaires étrangères. L'hélicoptère était en train de revenir d'Azerbaïdjan, il était à proximité immédiate de l'Azerbaïdjan, il y avait 3 hélicoptères. Un seul a eu un accident, celui dans lequel il y avait les personnalités les plus importantes. Les autres hélicoptères sont arrivés à bon port. On n'a aucune information. Au moment où je vous parle, ils sont toujours à la recherche du site. Il fait nuit, il pleut. Les conditions météorologiques ont beaucoup changé. Toute la soirée, il y a eu des soupçons de plus en plus importants expliquant que peut-être il y aurait eu une intervention, un acte venant d'une puissance étrangère, et évidemment le nom de l'Iran est cité très régulièrement. Iran qui a démenti toute implication. Je vous rappelle que toutes ces personnes étaient dans la région parce que il y avait l'inauguration d'un grand barrage à la frontière entre les deux pays, et que les deux présidents, celui d'Azerbaïdjan et celui d'Iran, avaient décidé de s'y rendre. Ça veut dire que beaucoup de gens savaient que le président iranien serait sur ce trajet suite à cette inauguration. Ça, c'est le premier point. On va également parler des démêlés en cours et peut-être des futurs démêlés de Fossi avec la justice, et rappeler un peu la situation au niveau mondial, tout ce qui est traité de l'OMS et tout ce qu'on a découvert depuis sur ce qu'on peut appeler un scandale, voire même un crime contre l'humanité de cette affaire du Covid et tous les mensonges qui allaient avec et les manipulations. On a également parlé de ce qui se passait en Ukraine et de la légitimité ou non de Zelensky, quel est son statut et comment une éventuelle paix pourrait être négociée en ayant une telle instabilité constitutionnelle dans cette région. On a parlé également de la visite de Poutine en Chine. Bref, une émission très riche où on évoque également, bien évidemment, les BRICS, l'Afrique, la situation aux États-Unis préélectorale et énormément d'autres sujets qui, je l'espère, vont vous passionner. Bonne soirée, bon visionnage. The crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident.
Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. И по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez? Du scandale Fauci aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, en direct de Paris, j'ai avec moi mon collaborateur, mon nouveau collaborateur, Bertrand Scholler. Bertrand, salut. Salut Karl, et ravi d'être là pour notre émission dominicale. 8 heures, les vraies infos. Voilà, et moi je tenais, tu nous as, tantôt en arrivant, tu m'as parlé d'une information qui vient de sortir, c'est-à-dire en Iran. Tu avais des choses à nous dire, là, ça brasse en Iran actuellement, on est en train de fomenter une révolution de couleur. Pourrais-tu nous en parler un peu avant qu'on parle du scandale Fauci aux États-Unis? Alors, aujourd'hui, il y a environ 5 heures, il y a 3 hélicoptères iraniens qui revenaient d'Azerbaïdjan où ils étaient pour l'inauguration d'un barrage entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Donc c'est une construction commune. Et sur les 3 hélicoptères, il y en a 2 qui sont arrivés, un qui n'est pas arrivé, qui se serait écrasé en zone frontalière avec l'Azerbaïdjan. Donc sur son chemin de retour vers Téhéran, il était à peu près 4 heures de l'après-midi. Et dans cet hélicoptère, il y avait le président iranien, le ministre des Affaires étrangères iranien, le gouverneur de la province d'Azerbaïdjan oriental, donc qui est une province à l'intérieur de l'Iran, et une autre personne de haut niveau. Donc, depuis, on n'a aucune nouvelle. Donc, au début, les informations, c'était on est en contact avec l'hélicoptère. En fait, ils n'étaient pas en contact avec cet hélicoptère. Ils étaient en contact avec d'autres hélicoptères, les fameux 2 autres hélicoptères, disant qu'ils avaient perdu la trace de l'hélicoptère dans telle zone. Les secours ne réussissent pas et au moment où on parle, ils ne sont toujours pas arrivés sur le site, mais ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Sauf que ça fait 2 heures qu'ils disent qu'ils arriveront d'une minute à l'autre. Et il y avait un groupe de 3 secouristes qui, semble-t-il, étaient arrivés sur le site et ils ont disparu. Donc depuis, toutes les thèses partent. C'est-à-dire que certains disent, il y a un commando qui a tiré sur l'hélicoptère et maintenant les secouristes, etc. Est-ce qu'il y a des survivants? Est-ce qu'ils ont été kidnappés? Bref, est-ce que dans cette zone, il y aurait eu un commando? Ensuite, il y a des gens qui échafaudent ça. Donc selon qui sont en Occident, les gens disent « Ah bah c'est des rebelles iraniens qui ont fait le coup ». Tu sais, c'est comme avec le MH russe, où les gens disaient « C'est les Ukrainiens, c'est les machins ». Et en fait, à la fin, plus personne ne sait rien. Il y en a qui continuent à dire que c'est juste un accident tout simple parce qu'il y a eu du brouillard. Sauf qu'en début d'après-midi, il n'y avait pas du tout de brouillard et que d'un seul coup, il y aurait eu un brouillard à couper au couteau. Et il y en a qui disent que l'Azerbaïdjan étant un pays qui est très ami d'Israël, au point que c'est le seul pays où il y a une base militaire d'Israël, hors d'Israël, et également pas mal de personnes du Mossad. Donc les gens se demandent si Israël n'a pas un rôle et ce serait pas une forme d'acte d'Israël contre le régime iranien qui a déclaré récemment qu'il revoyait sa position par rapport au nucléaire militaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait que depuis très longtemps, il y a des tentatives de révolution de couleur en Iran. Donc vraiment régulièrement, on avait eu une affaire de voile il n'y a pas longtemps avec d'importantes manifestations, enfin telles que nous on les voyait d'Occident. Donc il y a le risque, dès qu'il y a une instabilité politique
parce qu'il y a un nouveau président qui va, si jamais il était mort, il faudrait choisir un nouveau président, nouveau ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ça sous-entendrait de nouvelles élections, des contestations, enfin une période de trouble, alors que l'Iran n'a pas besoin de ça? On sait que en période de difficulté, de tension internationale, on ne change pas de gouvernement. Or là, coup sur coup, si tu veux, en l'espace de 3 ans, le chef de l'armée, Soleimani, est mort. Donc ça, c'était en 2000. Là, en 2024, on a quasiment une partie significative de l'état-major qui avait été tué à Damas par Israël. Et donc, il y avait eu la riposte iranienne que tout le monde avait observée avec quelques centaines de drones et de missiles. Mais là, si d'un seul coup, s'il y avait le président et le ministre des Affaires étrangères, plus un gouverneur important qui mourrait, ça pourrait déstabiliser le pays. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des images qui arrivent de Téhéran et qui montrent que les forces militaires sont en train de s'installer autour de tous les lieux de pouvoir pour éviter, si jamais quelque chose était organisé par l'Occident, de véritablement complètement déstabiliser le régime. Donc les Iraniens savent que c'est la situation dans laquelle ils sont. Il y a beaucoup de personnes qui suivent la géopolitique de près, que ce soit en Iran, Maroc, Russie, etc., dont j'ai lu les textes sur Telegram au cours des 2 dernières heures. Et réellement, la piste israélienne, pour eux, est la plus probable. Et dans la rue de Téhéran, les gens ne parlent que de ça. Alors évidemment, c'est toujours pareil, quand il y a un accident, il faut chercher un responsable. Mais très vite, les Israéliens ont dit « on n'est pas responsable, on n'a rien fait, on n'a rien à voir ». Donc pourquoi est-ce qu'ils réagissent aussi vite alors qu'ils ne devraient même pas imaginer avoir à réagir sur quelque chose comme ça? Il y a eu un tweet d'un compte officiel israélien où il y avait juste un petit hélicoptère, et ça c'était quasiment au moment du crash. Donc comme si c'était un signe qu'ils étaient au courant de quelque chose avant même que la presse internationale n'ait vent de cette information, puisqu'au début tout le monde avait pensé que c'était juste l'hélicoptère s'était posé violemment, mais tout allait bien. Et après ça s'est emballé, ils sont tous morts, ils ont été, c'était un guet-apens sur le chemin, parce que la probabilité que sur 3 hélicoptères, il y ait que l'hélicoptère officiel qui a eu un problème, qui vraisemblablement aurait dû être l'hélicoptère le plus fiable de tous, que ça se passe en ce moment en Iran, après tout ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 derniers mois, ça fait un alignement d'étoiles qui est complètement improbable. Et en plus, ça se passe alors que l'hélicoptère s'était posé en Azerbaïdjan, donc qui est un pays avec lequel les relations pourraient être meilleures, mais comme j'évoquais en introduction, elles sont pas forcément très bonnes. Donc réellement, les pistes les plus graves sont ouvertes. Il y a beaucoup de comptes Twitter aux États-Unis qui parlent de signes noirs, c'est-à-dire que s'ils disent que les Iraniens découvrent que c'est un attentat, là évidemment ça pourrait partir dans tous les sens, parce que si un pays étranger tue un président en période de guerre, on sait comment on démarrait Première, Deuxième Guerre mondiale. En fait, ça démarre toujours avec ce type d'acte, et là, ça paraît possible. En plus, l'hélicoptère s'écrase dans une zone complètement inhabitée, à des heures de marche, et c'est dans des montagnes, donc il y a quasiment aucun véhicule qui peut y aller. Donc pour les secours, c'est très très difficile d'aller là-bas. Maintenant, il fait nuit, et évidemment, ces heures d'attente qui sont prévisibles pour ceux qui auraient pu vouloir faire le coup, profite, tu vois, à l'instabilité. Il faut bien avoir en tête que cette inauguration, ça fait des semaines, des mois que c'est prévu. Donc ça fait des mois que des personnes savent que il va y avoir des hélicoptères avec des officiels qui vont passer par là.
Et étonnamment, si tu veux, en principe, pour ce type d'inauguration, t'as pas un personnage aussi important que le président et son ministre des Affaires étrangères, etc., qui sont présents. Et là, ils étaient tous présents, et encore plus étonnamment, ils sont tous dans le même hélicoptère, enfin celui qui s'est écrasé, puisque dans l'autre hélicoptère, c'est des personnages beaucoup moins importants. Mais ce qui veut dire aussi que dans l'hélicoptère en question, il n'y avait pas de garde du corps, il n'y avait personne. Donc ça, plus le fait que les premiers secouristes qui sont arrivés sur site ont disparu et ne sont plus du tout joignables, alors qu'ils avaient tous les équipements pour être joignables, que dans l'hélicoptère, il y avait évidemment toutes les possibilités de pouvoir communiquer et il n'y a pas eu de communication, ça ressemble véritablement à quelque chose de très très grave. Donc c'est une information véritablement importante qui est arrivée dans la journée. Et ça se passe un week-end, un long week-end de Pentecôte. Donc c'est un moment où, en général, si tu veux, tous les gros événements comme ça se passent. C'est comme les crashs boursiers, c'est comme ça se passe toujours dans des week-ends où les marchés financiers sont fermés, où les gens sont pas là, où les gens sont en pont, et il y a pas beaucoup de gens qui regardent la télé en fait. Comme ça, les infos qui vont ressortir seront très, les gens vont arriver, vont revenir de leur long week-end en étant atterrés de ce qu'ils vont découvrir. Vous étiez en congé vendredi. Nous, au Québec, on est en congé lundi, demain. Oui, on est en congé lundi aussi. On est en congé lundi aussi. C'est pour ça que ça se passe au milieu d'un long week-end. OK. Donc, moi, je suis toujours disponible. S'il y a des développements, puis tu as des nouvelles du président iranien, on peut refaire quelque chose demain dans le courant de la journée pour expliquer comme il faut. J'ai vu passer ça rapidement tantôt sur les réseaux sociaux, mais merci là, de nous préciser les dernières nouvelles fraîches. Comme tu viens de dire en introduction, ça va être un rendez-vous d'information fort intéressant les dimanches soirs à 20h en France. Ouais. Si on donne l'habitude aux gens de venir nous voir, nous entendre, ça risque d'être effectivement très populaire. En tout cas, au Québec, on apprécie beaucoup Bertrand. Eh ben, écoute, donc, moi je suis ravi. Oui. Si tu le veux, on va parler maintenant de l'affaire Fauci. Alors juste avant, il faut rappeler quand même qu'il y a quelques jours, parce que si tu veux, tout ça ne se passe pas dans un environnement très calme. Il y a le premier ministre slovaque avec une tentative d'assassinat véritablement grave. Et également, si tu veux, c'est quelque chose qui devait être très programmé, puisque il est sorti de voiture à un endroit où a priori il aurait pas dû sortir, et il y avait quelqu'un avec un pistolet qui l'attendait comme par hasard à cet endroit. Donc là aussi, on voit bien que ce sont en tout cas des attentats plausibles qui relèvent de pays, qui relèvent pas d'individus isolés. Donc et qu'est-ce qui caractérise ce Fico, donc Robert Fico, le premier ministre slovaque, c'est qu'il était contre l'accord avec l'OMS, ce qui nous fera une très bonne transition vers Fauci. Donc il était contre, donc ce qui empêchait l'Union européenne de rejoindre le traité de l'OMS, puisqu'il suffit en fait qu'un des membres dise non pour que ça ne se fasse pas. Il était contre des aides supplémentaires à l'Ukraine et il était pour la normalisation des relations avec la Russie aussi vite que possible. Donc lui, il faisait partie de ceux qui disaient, plutôt que d'envoyer des armes, il est temps d'envoyer des diplomates et il est temps de faire la paix avec la Russie. Il fait partie de ceux qui savent que depuis 2022, en fait, il y avait toutes les possibilités d'avoir une paix, puisqu'il y avait les accords d'Istanbul qui avaient été signés et les annexes qui avaient été signées, donc il ne restait plus qu'à officialiser ça avec les parlements. Je rappelle juste sur ce point quelque chose qui est très préoccupant aussi,
et qui préoccupe énormément les Russes, c'est qu'aujourd'hui, la constitution en Ukraine, elle est caduque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interlocuteurs valables en Ukraine pour discuter avec les Russes aujourd'hui, ou avec quiconque, puisque le président Zelensky n'est plus président, il n'est plus rien en fait, puisqu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Or, il était obligé de faire des élections présidentielles même en période de guerre, donc il n'est plus le président élu, il y a un vide juridique, et les Russes disent, si vous voulez discuter de paix, avant même d'en discuter avec nous, il faut résoudre ce problème, parce qu'imaginons qu'on signe quelque chose d'officiel avec Zelensky ou avec le Parlement, ces gens-là n'ont aucune valeur, ils ne représentent plus rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien. La constitution ukrainienne ne prévoit pas un tel cas. Et ce qui montre vraiment que, d'une part, le monde occidental ne représente ni la loi, ni l'esprit de la loi, ni la justice, ni l'esprit de la justice. C'est-à-dire qu'on est véritablement, aujourd'hui, on n'en a rien à foutre des règles. À vous, les citoyens, on va vous imposer toutes les règles et toutes les lois les plus hasardeuses. On va parler de Fossi dans quelques minutes, donc on sait bien toutes les lois qui ont été mises en place pour faire taire, pour imposer des injections, mais on ne respecte même pas les lois les plus fondamentales des pays avec lesquels on traite sur les élections, puisqu'on est censé se battre, entre guillemets, avec l'Ukraine et aider l'Ukraine pour sauver la démocratie. L'Ukraine est censée être le rempart de la démocratie. Or, c'est un pays qui a à sa tête quelqu'un qui est, entre guillemets, un dictateur. Il a supprimé toute la presse d'opposition. Les blogueurs qui font opposition, on a le cas de ce blogueur américain, j'ai plus son nom en tête, qui est mort dans une prison iranienne, pas iranienne, hein. Il est mort dans une prison ukrainienne. C'est le blogueur américain qu'on voyait qui était à Kharkov. Je le sais, je l'ai déjà nommé, mais j'ai pas son nom moi aussi en tête. Peut-être que quelqu'un dans le blog va nous rappeler. Mais en tout cas, lui est mort là-bas. Et surtout, il n'y a plus de parlement d'opposition. Donc, on a une situation, voilà, Gonzalo Lira. Et donc, paix à son âme, à Gonzalo Lira. Je rappelle quand même que Assange est dans une prison dans des conditions terribles. Gonzalo Lira est mort. À Gaza, il y a déjà plus de 150 journalistes qui sont morts dans l'indifférence générale. Donc, on voit qu'on est dans un monde d'inversion complète des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où on nous parle pas d'une journaliste Poliskaya russe qui serait morte et qui, certains soupçonnent le gouvernement de Poutine de l'avoir assassinée. Donc si c'était vrai, ce serait grave. Mais c'est une journaliste et on en a des centaines qui meurent sous le coup de nos actes, mais personne n'en parle en fait. Donc on a une corruption terrible et là surtout on a des présidents maintenant qui sont visés. Donc Fico, le président Raisi et tous les passagers de son hélicoptère. Et moi, ce qui me fait penser le plus que ça pourrait être une action d'État, c'est la zone dans laquelle ça s'est passé et le fait que les premiers secouristes qui sont arrivés, qui ont annoncé être arrivés, ont disparu. Et donc ça ressemble vraiment à des commandos qui sont sur place et qui pensaient pas que des secouristes arriveraient si vite à cet endroit. Donc il devait y avoir des secouristes plus ou moins dans la zone et voilà, qui auraient été liquidés. Donc ça, c'est pas une source hasardeuse puisque c'est BBC qui a donné cette information. On est en train de semer le chaos. J'ai fait une émission hier avec Yves Bataille en Nouvelle-Calédonie. Il y a la Géorgie. On vient d'ajouter l'Iran. Tu nous as parlé de la Slovaquie.
Donc, l'empire du mensonge est en train de semer le chaos, là. Alors, il paraît qu'ils viennent de retrouver l'hélicoptère. Hein. Donc, Ah oui? là, j'ose pas utiliser trop d'internet parce que tout à l'heure ça coupait. Mais semble-t-il, l'hélicoptère aurait été retrouvé. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que la personne qui dit que l'hélicoptère aurait été retrouvé, est-ce que vous savez s'ils sont vivants? Oui, à la gang, on sait tout, là. Ils viennent de retrouver l'hélicoptère, c'est Mimi Lou. J'invite les auditeurs à bien s'informer là, pendant l'émission. Puis on n'hésitera pas à revenir à la fin pour donner les dernières nouvelles. Donc, vous pouvez, à Brochu TV, là, m'envoyer des courriels aussi. Je vais mettre juste l'adresse courriel pour qu'on puisse informer comme il faut les gens, parce que j'ai l'impression que ça va évoluer beaucoup là dans les prochaines heures. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel que je vais consulter moi aussi, Bertrand, pendant qu'on va parler du scandale Fauci. Et puis, il faudra bien mettre mon compte Substack. Ah oui, oui, Campanile, là, la newsletter. L'adresse, là. Hein? Newsletter, mais tu sais, dans oui, le... Je vais le mettre à l'écran aussi, effectivement. Puis donc, tu pourrais le recevoir directement, toi, pendant l'émission. Et je vais le mettre, je vais le saisir pendant qu'on va commencer à parler de prochain Fauci, sujet. parce que ça aussi, c'est vraiment un sujet important. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire que c'est une très, très, très mauvaise idée de tuer les présidents de pays. Donc, il faudrait vraiment que ce soit un gouvernement complètement fou qui fasse ça. Parce que déjà, cet attentat contre Fico, évidemment, les Russes ont réagi et très mal, hein, puisqu'ils savent très bien que c'est comme l'assassinat de Kennedy ou d'Olaf Palme ou d'autres dirigeants. Hein. C'est un acte qui est téléguidé, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que évidemment l'Iran réagira, mais ils viennent a priori de perdre 2 personnages clés, puisque si vous regardez l'actualité de l'Iran depuis des semaines, il y a 2 personnages qui sont vraiment importants qu'on voit tout le temps. C'est le président iranien, qui est pas un personnage inconnu, ça fait très longtemps qu'il est influent dans la politique, et le ministre des Affaires étrangères iranien. Et si vous vous rappelez, en fait, au moment où il y a eu la frappe de l'Iran sur Israël, il a été pendant des semaines véritablement le personnage le plus important d'Iran, puisqu'il était tout le temps au téléphone avec les pays étrangers, tout le temps en déplacement, pour expliquer ce qui allait se passer ou ce qui s'est passé, et surtout pour essayer de trouver une solution peut-être différente. Donc là, on est vraiment en présence peut-être de l'assassinat de 2 personnes clés. Difficile à remplacer. Oui, j'ai plein de commentaires. On a vraiment des auditeurs de qualité là qui vont nous informer tout au long de la soirée, Bertrand, pour tenir tout le monde au courant. Puis on part une dynamique, toi et moi, là, qui risque de porter fruit dans les prochaines semaines. On s'y prend pour cacher cette information-là, pour garder ces mensonges-là. Ici au Québec, là, c'est encore pire que la France. Alors, il faut vraiment regarder du côté des États-Unis si on veut vraiment être bien informé. Et entre autres en Afrique aussi, où ils semblent être en avance sur nous là-dessus. Les médias africains sont beaucoup plus critiques face à ces mesures-là. Parle-nous un peu de ce sujet-là. Alors déjà, il faut savoir que Fauci est un personnage particulièrement étrange. C'est quelqu'un qui est véritablement brillant, on l'a vu. C'est pas forcément une qualité d'être brillant. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais il est politiquement brillant, intellectuellement brillant. C'est un scientifique qui est reconnu, etc. Et bizarrement, il est depuis 30 ans au même poste. 30 ans. Donc, on se dit, tiens, pourquoi quelqu'un de pareil ne s'intéresse qu'aux infections et aux catastrophes liées au virus, et il garde la tête de cette institution depuis 30 ans. Et qui est une grosse institution,
puisqu'on se rappelle les mots mêmes de Donald Trump au début quand on lui a imposé Fauci, alors que Donald Trump n'hésitait pas à virer plein de monde, c'était qu'en fait Fauci était avec lui le personnage le plus important des États-Unis. Et on se rappelle d'ailleurs les images où on avait l'impression que Fauci traitait Donald Trump comme un moins que rien. Et il y avait des chansons écrites sur Fauci, et c'était le sauveur de l'humanité, et c'était. Mais c'est quand même bizarre de se dire, quelqu'un qui aurait pu avoir à peu près tous les jobs du monde, il aurait même pu prétendre être ministre de la Santé, il aurait pu aller dans le privé ou autre. Pourquoi est-ce qu'il était tapis là à attendre quelque chose, alors qu'on sait, si on est un peu complotiste, entre guillemets, que les virus et donc la solution vaccin, c'est un excellent moyen de prendre le contrôle du monde entier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire les grandes épidémies, c'est quelque chose de génial. Et Fauci était là tout le temps. Il était là pour H1N1, il était là pour Ebola, il était là tout le temps. Et il y avait un doute sur les liaisons, et ça c'est Rand Paul, un sénateur américain qui l'avait très très vite mis en évidence. C'était des liens entre Fauci et des instituts de financement de recherche sur les virus aux États-Unis d'abord, sur quelque chose qui s'appelle le gain on function. Ça veut dire qu'en fait, tu essaies artificiellement de donner plus de qualité, entre guillemets, à un virus. Donc, le rendre vérifier qu'est-ce qui se passe s'il se propage plus vite, qu'est-ce qui se passe s'il est plus rapide, qu'est-ce qui se passe si à un virus un peu banal, on rajoute des petits morceaux du virus du sida ou des petits morceaux de tel ou tel virus. C'est ça, gain on function. C'est-à-dire, on devient un Frankenstein des virus. Alors, ça paraît bizarre, parce qu'on se dit, mais comment on peut faire ça? Eh ben, en génie génétique, dans des laboratoires P4, on sait faire ce genre de choses, on sait faire ce genre de recherche. Et toutes ces personnes qui se sont intéressées à ça se sont rendues compte qu'il y avait un lien direct entre Fauci et le laboratoire de Wuhan. Alors, Wuhan, c'est en Chine. Mais il faut savoir que la Chine n'est plus du tout la même Chine qu'avant les années 80, quand elle n'était pas encore dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes étrangers qui sont en Suisse, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques qui sont en Chine, et il y a même des gens qui travaillent pour ces gens-là en Chine et qui ne disent pas forcément au gouvernement ce qui s'y passe, ou pas forcément dans le détail. Si tu veux, dans un laboratoire P4, c'est pas comme on imagine à l'époque de Mao ou à l'époque du docteur Jivago ou autre, t'as pas des gardes rouges qui sont derrière les scientifiques à regarder ce qu'ils font avec les chauves-souris ou n'importe quoi. Et donc, il est de plus en plus probable que dans cet institut de virologie, qui a été quand même cofinancé par l'Institut Pasteur, qui a été inauguré par le patron de l'INSERM, donc en France, donc qui travaille également sur ces problématiques-là, et par le ministre de la Santé de l'époque, français, donc qui était là pour l'inauguration. Donc on voit qu'il y a la présence financière des Américains et il y a une présence institutionnelle et stratégique de l'Institut Pasteur et de la France à l'intérieur de ce laboratoire P4 de Wuhan. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes, puisque le doute n'est plus permis, c'est plus un virus qui est venu du pangolin ou d'une chauve-souris, c'est un virus qui a été fabriqué par l'homme, et maintenant, il y a une conviction qui semble s'établir qu'il a été fabriqué par l'homme, et qu'à un moment ou un autre, la fabrication est passée par le laboratoire de Wuhan. Alors il faut savoir, parce que ça, c'est les Américains l'ont détecté lorsqu'ils ont récupéré un certain nombre de documents dans les biolabs en Ukraine, que les Américains disposent de plus de 300 biolabs militarisés dans le monde. Et quand je dis militarisés, c'est qu'ils sont à un niveau de sécurité qui relève de la sécurité nationale, des pays dans lesquels ils sont et des pays qui y travaillent. Mais ce que les Russes ont remarqué,
c'est qu'en fait, ces biolabs travaillent en réseau. C'est-à-dire que dans les biolabs à l'étranger, ils font des choses qui ne sont pas permises aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, depuis entre autres la crise liée à la maladie de Lyme et autres, ils ont décidé qu'ils ne devaient plus être des Frankenstein. C'est-à-dire, quelque part, la naturellement, la nature crée des virus. Et il y a des virus qui évoluent et qui peuvent être plus ou moins dangereux. Et donc, il n'y a pas besoin que l'homme en rajoute en créant des virus, même si c'est sous prétexte de pouvoir mieux se défendre contre eux. Parce que si ces virus échappent, on voit bien que si on faisait un mélange de sida, variole, Covid, H1N1, Ebola, machin, il n'y aurait aucun moyen de se protéger contre ça. Puisqu'on sait bien que, par exemple, contre la variole, on serait bien démuni si la variole réapparaissait. On a la tuberculose qui réapparaît, c'est déjà très compliqué. Et donc, les Américains avaient interdit ça. C'est illégal de travailler sur ce qu'on appelle le gain on function. Et donc, le gain on function se passe dans différents pays, et entre autres en Chine, puisqu'en Chine, ce n'est pas interdit. Et en Chine, il y a eu un travail qui a été fait dans cet institut avec la présence de Pasteur, donc de chercheurs de Pasteur et de virus qui venaient de l'Institut Pasteur, puisqu'il y a de nombreux virus qui sont allés là-bas et qui servaient pour les travaux. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, en fait, ces molécules, elles reviennent d'Ukraine, elles reviennent des différents pays dans lesquels il y a des biolabs, et elles vont dans les biolabs les plus importants, qui sont aux États-Unis, qui sont entre autres à Winnipeg, et il y a un autre laboratoire, enfin qui sont des laboratoires de niveau très élevé, des laboratoires militaires, dans lesquels très peu de monde savent ce qui s'y passe. Voilà, Winnipeg. Et dans ces laboratoires, eh bien, ils ne font pas le gain on function, puisque le gain on function s'est passé dans un autre pays, qui leur envoie un virus, et eux vont analyser et vont voir éventuellement comment militariser le virus et quels sont les vecteurs. Par exemple, on avait vu que dans les biolabs en Ukraine, ils envisageaient de diffuser avec des drones les virus. Donc ils réfléchissaient à des drones, mais ils réfléchissaient aussi à des insectes, par exemple des tigres, des punaises de lit. Tout ce type d'insectes, même des moustiques, peuvent être des vecteurs. Et quand je parle de moustiques, évidemment, ça fait penser à Bill Gates, qui a des usines de fabrication de moustiques clonés. Et ce sont censés être des moustiques qui fabriquent des milliards de moustiques, qui sont censés s'accoupler avec les moustiques qui donnent la malaria, la fièvre jaune et autres, et qui sont censés annihiler le côté négatif de ces moustiques. Mais en réalité, ça donne d'autres maladies. Ça donne le chikungunya, ça donne plein d'autres maladies, et on sait que finalement, à chaque fois, les maux sont pires que les remèdes. Et on a Bill Gates qui est quand même très actif derrière les campagnes de vaccination massive. Donc si on interroge l'Inde, on va savoir que là-bas il est recherché, mais il y va plus parce qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui ont perdu leur capacité d'avoir des enfants, donc qui sont devenues infertiles. On a des gros problèmes en Floride, mais pas que, dans tous les endroits où Bill Gates a largué des tas de moustiques dans la foulée. Ça pose des problèmes parce que ces moustiques se croisent avec d'autres, et c'est un peu comme quand le frelon asiatique arrive et qui détruit des milliers de ruches. Et ben ces moustiques vont avoir des caractéristiques qui sont assez terribles parce qu'en fait ils sont résistants, semble-t-il, à pas mal d'insecticides, donc on peut plus les tuer facilement. Ils ont des caractéristiques. Tu sais, quand un moustique te pique, en fait, il t'anesthésie un peu, comme ça tu sens pas tout de suite qu'il est en train de te piquer. Tu t'en rends compte un peu que quand il part, comme une tique. Mais cela, en fait, aurait des caractéristiques, tu vois, avec des mélanges de
tu vois, enfin bref, c'est des moustiques mutants et clonés. Et donc on est véritablement dans une époque terrible où ce type d'insecte est également considéré pour véhiculer les maladies dans les pays ennemis. Mais l'idée, c'est de véhiculer pas n'importe quel type de maladie, mais des maladies dont souffriront particulièrement certaines populations. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, il y avait une variante du Covid qui touchait particulièrement les personnes de gènes chinoises de certaines régions. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de morts en Chine. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent sur le fait qu'il y ait eu le même type de travail pour les populations slaves. Et si on se rappelle, il y a un moment où la Russie a été très touchée. Et si on repense au dernier James Bond, ou l'avant-dernier James Bond, je sais plus, eh bien c'est de ce type d'armes qu'il était question. C'est-à-dire que c'est des armes qui permettent de tuer uniquement une personne ou les personnes de sa famille. Parce qu'en fait, elles ont une caractéristique génétique qui est spécifique. Et donc, ce seraient des armes génétiques. Et ce dont on se rend compte, et ce dont parle un certain nombre de complotistes, c'est que on est peut-être en présence du plus grand crime contre l'humanité, en fait. Et c'est ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, il y a que dans les médias américains où on utilise ce type de vocabulaire, où les gens tapent du poing sur la table et disent, et ça se passe pas du tout de façon complotiste, hein, ça se passe devant des sénateurs en commission d'enquête officielle, et c'est très documenté, c'est très sourcé. Ils ont suivi le parcours de l'argent, ils ont fait des enquêtes, ils ont des déclarations, et ce qui fait que même le patron de la santé américaine, la CEDH, a dit en commission d'enquête sénatoriale, oui, on a fait du gain on function. Et alors sa réponse était très intéressante. Il a dit, si on prend la définition en prenant les mots gain on function, on a fait ça. Mais si on prend la définition telle qu'elle a été truquée au cours des dernières années, parce qu'en fait, ils ont changé toutes les définitions. Ils ont changé la définition du mot vaccin, ils ont changé épidémie, ils ont changé... En fait, tous ces mots-là ont été changés pour permettre la stratégie de thérapie génie ou d'empoisonnement génie de ces dernières années. Et donc Fauci, pour éviter d'être en parjure, avait fait changer ou participé à faire changer la définition même de ce qu'était du gain on function. Et donc ils jouaient sur cette nouvelle définition en disant non, c'est pas ce qu'on a fait. C'était ce qu'ils avaient fait, c'était évident. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé pour améliorer, rendre plus dangereux les virus, mais c'était plus ça la définition officielle, c'était autre chose. Et donc il jouait sur les mots. Donc maintenant, il est vraiment pris dans un corner puisque les preuves s'accumulent, mais en réalité, comme il est véritablement dans le camp des démocrates, s'il Fauci tombe, alors là, ça devient encore plus difficile pour Biden ou celui qui serait mis à sa place de gagner d'éventuelles élections, parce que tout le système va s'effondrer, tous les mensonges vont s'effondrer. Et surtout, Donald Trump, si Fauci s'avère être un coupable, un menteur, etc., lui, quelque part, il s'est toujours exprimé par rapport à la personne qui était le représentant le plus officiel. Il émettait des doutes, il émettait des pistes, il donnait tous les budgets. Mais lui a cru en quelque chose qui était, si tu veux, comme pratiquement tous les présidents du monde. Ceux qui, et très peu, étaient dans la confidence de ce que faisait Fauci et un certain nombre de personnes, et ben tous les dossiers qu'on leur apportait, les médecins, les grands laboratoires, les spécialistes, Fauci, etc., tous disaient unanimement c'est ça. Et toutes les personnes qui disaient l'inverse sur Internet étaient censurées
et donc étaient des complotistes, des fous, des gens dangereux. Donc c'était très compliqué d'aller contre ça, même aussi puissant que tu puisses être. Bertrand, ton niveau de connaissance fait en sorte qu'effectivement, on comprend pourquoi tu as été coupé des médias de masse. Parce que c'est quand même, t'es un Français, t'es capable d'aller chercher des informations aux États-Unis, tu connais plein de monde en Afrique, un peu partout en Asie, tu as commercé le pétrole, je crois. Donc, ça te donne une vision, avec tes études aussi en histoire de l'art, tu es capable d'interpréter ce qu'il y a derrière les images. Donc, je comprends très bien. Et ce qui est difficile, malgré toutes tes connaissances, on a voulu t'attaquer sur toutes tes croyances, puis toutes sortes de patentes comme ça. La chose qui est certaine, moi, j'ai jamais cru à l'histoire que ce COVID-là venait d'une aventure entre un pangolin et une chauve-souris. Ça, c'est clair pour moi parce que Stéphane Guy, moi, dès le début, au mois de mars, j'avais eu les services d'un microbiologiste à la retraite qui était venu analyser le génome de ce virus-là. Et je me rappelle de l'émission, là, j'ai pas l'image malheureusement, je pensais pas qu'on se rendrait jusque-là, où il avait identifié là, à 4 endroits dans le génome qu'on avait modifié. Puis il dit ça, naturellement, ça peut pas se faire. Oui. C'est impossible. C'est signe qu'on a joué avec le génome de ce virus-là. Exactement. Le fameux gain on function. Oui. Donc, ce que tu parles là, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question à te poser aussi. C'est dur de faire croire aux gens que nos dirigeants peuvent être aussi méchants que ça. Mais c'est ça, là. On passe vraiment à un autre niveau que même tes connaissances, même si tu me dis, si on réussit à le sortir et à le prouver, t'as des gens ils veulent pas le croire. Mais je vais te donner, trop dur à comprendre. Je vais te donner un exemple. Oui. J'ai une amie qui est chilienne et elle était chef de cabinet de l'ancien président du Chili. Donc c'est un poste élevé puisque c'est la personne, entre guillemets, la plus proche du président. Alors ce président, par ailleurs, est mort il y a pas longtemps dans un accident d'hélicoptère alors qu'il a annoncé se relancer dans la politique parce qu'il n'était pas du tout content de ce qui se passait avec l'IVG, etc. Enfin, tous les changements au Chili, qui est quand même un pays très catholique, et d'un seul coup, en fait, ça devenait un peu comme tous les autres pays occidentaux, la France, tu vois, wokisme, IVG, etc. Alors lui, c'était un président qui était milliardaire, pas corruptible, il adorait le pays. Mais il a été président pendant la période du Covid. Et elle, en tant que chef de cabinet, elle était un peu au centre de toutes les conversations, de toutes les informations qui revenaient. Et elle me dit, en mon âme et conscience, en tant que personne, je ne voyais arriver rien de sérieux, rien, sur le fait qu'il fallait pas faire les vaccins, sur le fait que ce serait une arme, une bioarme, un bio-weapon américain ou autre. Parce que je rappelle qu'au début, Trump disait c'est les Chinois et il faudra leur faire payer des milliers de milliards. Depuis qu'on sait que c'est les Américains, il n'y a pas un Américain qui dit les Américains vont payer des milliers de milliards. Parce que c'est intéressant quand même. Hein. Là, le double standard, on verra comment, s'il devient président, il va proposer de rembourser pour les dégâts qu'il a créés. Mais juste revenons à cet ami. Et donc, le président décide de communiquer en fonction de ça. C'est compliqué quand tu es président. 99,9% des gens te disent quelque chose. Et donc, tu communiques là-dessus en disant, voilà, il va y avoir ce vaccin, il va y avoir. Et arrive le jour où le vaccin arrive et ils vont vacciner l'équipe du cabinet. Eh bien, au moment de se vacciner, ils allaient tous se faire vacciner. Hein. Ils étaient contents. Ils se posaient pas la question ils étaient en confiance unanime. Et lui, il leur a dit non. Et alors elle lui dit mais pourquoi, etc. Et il dit j'ai aucune info particulière, j'ai aucune raison, mais je le sens pas. Je pense que c'est une connerie. Je pense qu'un vaccin, d'après tout ce que je sais de mes études, c'est quelque chose qui est fait pour te préparer à te défendre contre la maladie, mais ça n'a jamais été quelque chose qui était fait pour t'empêcher de recevoir la maladie
ou t'empêcher de la transmettre. Le vaccin, il faut bien imaginer que c'est quelque chose qui apprend au corps à se défendre. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui faisait qu'une maladie n'allait pas dans ton corps ou qu'elle en sortait pas quand elle y était. Non mais tous les médecins le savent. Par ailleurs, on ne vaccine pas pendant une période de pandémie. On doit vacciner les gens avant qu'ils soient malades. Là, on ne testait même pas les gens avant de les vacciner pour vérifier qu'ils avaient le virus. Puisque si tu es vacciné alors que tu es en train de développer la maladie avec le virus, c'est très grave. On ne vaccine pas, on n'injecte pas les femmes enceintes. Ou alors véritablement en dernier recours. Parce qu'on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur le fœtus ou l'enfant. Donc idem pour les femmes qui veulent avoir un enfant. Et déjà on injecte avec 11 ou 13 ou 15 les enfants jeunes. Enfin c'est la folie. Et surtout une injection qui a été préparée aussi vite, sans aucun recul. Il faut quand même bien savoir que pour tous les médicaments, on a ce qu'on appelle des phases, avec des essais cliniques. Donc il y a la phase scientifique, la phase sur les animaux, l'analyse des données, la phase sur une population étroite, puis une phase sur une population élargie. Et pendant tous ces tests, s'il y a trop de souris qui meurent, s'il y a des gens qui ont des effets secondaires, même pas forcément mortels, on arrête et on essaie de comprendre pourquoi et quelles conséquences ça pourrait avoir si on passait à des millions, voire à des milliards de personnes. Tout ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait une phase sur les animaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils mourraient tous. Parce qu'en fait, quand tu fais ça sur les animaux, tu donnes des doses très fortes pour vérifier... Là, tu t'en fous, entre guillemets, que les animaux meurent par rapport à la phase qu'on tu fais sur les individus. Enfin, dans les animaux de laboratoire, malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est leur destin. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ah non, mais c'est une technologie toute nouvelle. On n'introduit pas de corps vivant dans le corps. Tout ce qu'on met, c'est mort, c'est pas un virus activé, désactivé, très peu activé. On va mettre dans votre corps quelque chose qui va reprogrammer votre corps. On a inventé le Microsoft du corps humain. C'est-à-dire qu'on a inventé quelque chose qui va parler à votre ADN, à votre ARN, pour lui donner des instructions, pour qu'elle produise des choses, mais c'est votre corps lui-même qui va produire ces choses, qui sont à même de se défendre contre la maladie ou contre le process de la maladie. C'est d'où la protéine spike, etc., etc. C'est-à-dire qu'on apprend au corps non pas à se défendre, mais à produire quelque chose qui est l'arme fatale, soi-disant, contre la maladie. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à des taux de succès énormes, puisqu'ils disaient, mais attends, on connaît les processus de la maladie, et on sait programmer le corps pour se défendre, pour produire ce qui va lui permettre de se défendre contre la maladie. Sauf que, en fait, quand tu programmes un corps humain, tu ne sais pas comment il va réagir. Chaque corps réagit différemment. Quand tu es plus jeune, moins jeune, plus âgé. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que plus les personnes étaient âgées, moins la production était bonne, était durable. Et donc, en fait, quasiment tous les 2 mois ou 4 mois, il fallait les reprogrammer parce que le niveau de défense programmée était très bas. Mais en même temps que tu les reprogrammais, effectivement, tu faisais que le corps fabriquait un peu de ça. Tu savais pas trop comment, quelle quantité. Puis c'était pas pareil entre tous les vieux sportifs, pas sportifs, gras, pas gras, blonds, etc. Mais surtout, tu te rendais compte que c'était plus de la vaccination, c'était de la thérapie génie. Puisque si tous les 3 mois ou 6 mois à vie, tu dois donner un traitement, ça s'appelle plus un vaccin. Puisqu'un vaccin, tu le fais 1 ou 2 fois pour toute la vie. On sait tous ça. Après, tu peux faire un rappel après 20 ans parce que peut-être le corps a oublié qu'un jour il avait su se défendre contre quelque chose. La deuxième chose, c'est que l'âge est un critère et le sexe très important. Qu'est-ce qu'on a découvert depuis ?
c'est que les jeunes hommes sportifs, ils avaient des surréactions et qu'on a une explosion du nombre de myocardites. On a tous vu les images de sportifs parfaitement sains et qui s'écroulaient sur les terrains. Des présentateurs parfaitement sains qui s'écroulaient à la télé. Et tout le monde a autour de lui des gens qui ont eu des surréactions. Et maintenant, on parle d'épidémie de turbo-cancer. Et on a le président de Pfizer qui a utilisé ses bénéfices Covid pour acheter à 40 milliards une boîte, alors, qui fait des produits de thérapie génique cancer, c'est-à-dire que c'est la même arnaque que pour les injections. Il dit qu'en fait, cette boîte fabrique des produits qui vont reprogrammer le corps pour se soigner contre le cancer. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous refont la même salade. Mais il y a un film d'Hollywood qui s'appelle « Je suis une légende » avec Will Smith, qui raconte exactement cette histoire, où le type, c'est un mec qui est censé avoir fabriqué un vaccin contre le cancer. Exactement ce que veut faire Pfizer. Donc mettre en commun son image vaccin-injection, maintenant son image cancer pour dire « Ne vous inquiétez pas, ça va soigner à tous les âges pour tout le monde les cancers, sauf que ça transforme l'humanité en une humanité de mutants. » Et on arrive dans Walking Dead et tous ces films, en fait comme s'ils nous préparaient. Mais à quel moment les gens disent « Arrêtez vos conneries ». Ces gens se moquent de nous, ils sont pas des dieux. Dieu, il a pas fait l'homme pour qu'il soit reprogrammé par des hommes. On est parfait. On est parfait. Exact. L'homme, c'est un organisme qui se corrige de lui-même. Si on a soif, on sait qu'on a soif. Si on a mal, on sait qu'on a mal. Si on est malade, on sait qu'on est malade. Si on a faim, etc., etc., notre corps, il nous parle. Mais on apprend à plus l'écouter. On veut plus vieillir. T'as vu à quoi ça ressemble des gens qui font des opérations à partir de 20 ans quand ils ont 70 ans? Exactement, oui. Non mais c'est délirant. Les chirurgies plastiques, je parlais de ça le matin dans mon émission de ce matin, les chirurgies plastiques pour t'améliorer le visage. Mais connais-tu quelqu'un qui, en vieillissant, s'est devenu plus beau? Non. Ils sont devenus tous des êtres ultra laids. Exactement. En pensant de se mettre plus beau. Et écoute, moi, pour faire suite à ce que tu as dit, moi, le Donald Trump, puis là, tu vas faire de la peine à plusieurs partisans de Donald Trump, mais quand il a sorti sa sinophobie, que c'était le China virus, je sais pas trop comment il l'appelait, là, moi, je trouvais ça très bas de sa part, là. Il essayait de mettre la faute sur quelqu'un pour surmonter. J'ai tout de suite ressenti ça. De continuer sur le sujet, Bertrand, on va parler de l'Iran à la fin, parce que je vois qu'il y a des gens qui t'envoient de l'information. N'ayez crainte, à la fin Alors les informations, là je viens de vérifier juste en 2 minutes, puis on revérifiera à la fin. Mais même au niveau des Nations Unies, donc tout le monde est très inquiet. Il y a toujours aucune trace de l'hélicoptère. On n'a aucune nouvelle des 3 secouristes qui étaient arrivés sur site. Donc ça rajoute au côté très perturbant, puisqu'ils étaient arrivés sur place, ils ont dit qu'ils voyaient l'hélicoptère et ensuite disparu, plus aucun contact. Donc ça ressemble à un mauvais film. Pas de nouvelles donc de cet hélicoptère. On peut tout imaginer, puisque c'est qu'un hélicoptère, donc si un commando était sur place avec quelques véhicules, tu vois, ils peuvent repartir avec. C'est une zone véritablement isolée, là où ça s'est passé, où il y a personne. Donc là, les Iraniens sont très inquiets, parce que je pense qu'aucun d'eux n'a envie de découvrir qu'il a été assassiné. Donc si tu veux, quand t'es iranien, tu sais ce que ça voudrait dire si ton président a été assassiné comme n'importe quel pays au monde. Si ça a été un acte, de guerre, ça aurait des conséquences pour le monde entier, là. Ce serait plus du tout quelque chose de léger. Et ils savent que même s'il l'est pas, ça va ouvrir la porte à des conséquences, puisque il y a des pays ennemis qui vont profiter de cette période de fragilité.
comme je l'évoquais en introduction. Mais juste pour revenir sur les injections, quand on écoute Robert Kennedy, lui, ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, les laboratoires, les 2 laboratoires qui étaient officiellement retenus par les Américains pour avoir le droit de rentrer légalement aux États-Unis, parce qu'illégalement, il n'y avait pas besoin de vaccin, mais pour rentrer légalement, il fallait au moins 2 injections, Pfizer et Moderna. Et Kennedy dit, en fait, tout ça, c'était la même chose, bonnet blanc et blanc bonnet. Et en tant que scientifique, il dit, mais c'est déjà impossible d'avoir trouvé aussi vite une solution, mais d'avoir trouvé la même solution. Enfin, tu vois, c'est comme avoir trouvé 2 aiguilles dans 2 meules de foin en même temps exactement, alors que depuis la nuit des temps, on est incapable de trouver la moindre aiguille dans une meule de foin. Tu vois, trouver une solution pour le sida, 40 ans après, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour le rhume. Il n'y a pas de solution pour la grippe. Pourtant, la grippe, ça tue tous les ans énormément de monde. Il n'y a pas de solution. Et là, d'un seul coup, ils auraient trouvé une solution incroyable. Et une solution qui était tellement géniale que quand tu te fais injecter cette solution, tu peux prendre des cafés assis. Mais si tu te mets debout, alors là, c'est... tu vois, le truc... Mais ils nous racontaient ça à la télé. Puis l'autre chose, Bertrand, je voulais te dire, je voulais te mettre cette image-là, parce que moi, j'ai dit, parce qu'on nous avait montré en début de pandémie des Chinois qui mouraient de convulsions directement par terre. Et ça, je trouvais que c'était une image forte. Et moi, je me disais, hey, wow, si je pogne ça, là, effectivement, on va se promener sur le trottoir, puis on va voir du monde mourir comme une bouche. Mais là, j'ai dit, des pays comme en Inde, là, où ils vivent tous un sur l'autre, comme ça, là, cette image de train-là, pour moi, était... m'est venu dans la tête. Mais oui. J'ai dit, on va entendre parler des millions de morts dans d'autres pays. S'il y en a un qui a pogné ce virus-là dit mortel, là, puis on nous montrait des gens, dans ce train-là, là, ils vont mourir tout un après l'autre. Il y a certains pays africains aussi où la surpopulation est énorme, où les mesures sanitaires sont pas là. J'ai dit, avant de commencer à penser d'avoir un vaccin, je vais attendre à voir qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Et il se passait rien. Des mouches. Hein? Et il se passait rien. Voyons, on aurait entendu parler. Mais si, la seule chose qui se passait, c'est que toutes les personnes qui mouraient de quoi que ce soit, on disait qu'elles étaient mortes de la maladie. Moi, j'ai des amis qui devaient faire des papiers pour venir, etc. Et invariablement, même dans des pays très pauvres, on leur disait, si tu veux accélérer pour avoir ton visa ou ton passeport, fais-toi vacciner. Et ensuite, ils découvraient qu'en fait, la personne qui les incitait à faire des vaccins, elle gagnait $50 par vaccin. C'est-à-dire, pour toute personne qu'elle réussissait à convaincre de se faire vacciner, la personne, elle gagnait l'équivalent de la moitié de son salaire mensuel. T'imagines, c'était le jackpot. Il y a des médecins qui gagnaient 2-3 000 euros par jour pour faire des vaccins à la chaîne dans les centres de vaccination. T'as des laboratoires médicaux qui sont devenus multimillionnaires dans les rues, partout. En fait, t'as créé des gens extrêmement riches. Et quand tu discutes avec les personnes au Sénat ou à l'Assemblée, ils te disent, bah attends, tu sais, le lobby des médecins et des pharmaciens, il était hyper heureux, et des laborantins. Mais t'imagines, ça a été des années où ils ont jamais gagné autant d'argent de leur vie. Donc t'avais des gens qui poussaient dans cette direction, qui étaient véritablement heureux. Plus ils pouvaient mettre de bâtonnets dans des nez. Mais t'imagines, le virus, il était censé, avec 1 gramme de salive, tu pourrais contaminer un paquebot en entier. Mais il fallait prendre une tige longue comme ça et gratter ton cerveau pour réussir à trouver une trace du virus pour savoir si tu étais malade. Mais de qui ils se moquent? Non mais sérieux. En fait, tout ça, c'était une grosse entreprise pour vérifier comment assassiner l'humanité, comment la reprogrammer et comment identifier des personnes en fonction de leurs gènes. En fait, c'est une chasse à l'homme, une chasse à l'humain. Mais ça, on en parlera plus en détail dans une autre émission. Mais c'est ça la réalité qui s'est passée.
Bertrand, effectivement, puis je pense que, à moins, dernière chose sur... Ah non, mais moi j'ai du temps, hein, mais je veux pas qu'on parle que de Fauci. Ouais. Non, effectivement, mais Fauci, là, en ce moment, aux États-Unis, c'est quoi qu'il fait? Il est rendu où? Pour terminer le sujet, là. Eh ben, alors déjà, Fauci, tout à l'heure, j'avais commencé à parler de lui en rappelant quand même qu'il a travaillé 30 ans au même poste. Donc jamais de promotion, jamais d'envie de changer. Quelle personne ambitieuse travaille 30 ans au même poste? Mais la femme de Fauci, elle avait l'équivalent dans l'organisation qui était censée surveiller Fauci. Mais ils n'avaient pas le même nom. Elle avait gardé son nom. Donc c'était un secret de polichinelle pour le grand public que la patronne du NIH et Fauci, qui était le patron de l'Institut de virologie, enfin de, je sais plus comment s'appelle son organisme, c'était un couple. Donc c'est des gens qui sont richissimes, qui ont fait fortune pendant cette période-là. Et surtout, quand tu avais eu l'appel de, je crois que ça s'appelait l'appel de Carrington, au tout début, avec plein de grands scientifiques, surtout anglo-saxons, qui avaient désespérément fait appel à la logique et au bon sens. Qui a organisé la destruction de la réputation de ces gens-là? C'est Fauci. On a retrouvé les emails, puisque c'était dans les fameux Twitter Files. Tu sais, il y avait toutes ces campagnes de diffamation et de dénigrement. On a un prix Nobel français, Montagnier, qui avait très vite dit que ce virus, il avait été fabriqué par l'homme parce qu'il avait trouvé dedans, par exemple, des séquences du génome du sida qui ne pouvaient pas se trouver là par hasard. Puisqu'il n'y avait aucune raison que ce virus, et donc que c'était ce qu'on appelle du gain on function, dont je parlais tout à l'heure, eh ben, il a été diffamé, les gens l'appelaient gâteux, les gens l'appelaient dangereux, etc. Alors qu'en fait, il ne parlait que bon sens. Si tu veux, il disait des choses qui étaient évidentes. Et malheureusement, il a été complètement dénigré. Donc, je rappelle aux auditeurs qui viennent de se joindre à nous que si vous avez des informations concernant le dossier iranien et du président là, qui est disparu d'un accident d'hélicoptère, vous avez l'adresse courriel de Bertrand. Ne pas hésiter à le faire là, pendant on est en train de parler de d'autres sujets, parce qu'à la fin, tantôt, on va on va terminer, on va vous donner les dernières nouvelles fraîches de cette disparition-là. Bertrand, tu voulais aussi me parler, ça je connaissais pas ça du tout, le monkeypox. C'est quoi ça, Alors ça c'est en ce moment. Mais c'est quoi ça? Ouais. Alors en ce moment, au Congo, il y a une épidémie de monkeypox qui est, c'est les boutons du singe en fait. Donc c'est un truc qui est pas très beau à voir déjà. Donc ça donne des boutons un peu noirs, etc. Et en plus c'est plutôt dans la zone génitale. Donc c'est, tu vois, ça pourrait être une suite du sida si tu veux, ou un sida pas très bien réussi. Et ce monkeypox, il paraît qu'il y aurait des souches qui seraient très mortelles et très contagieuses. Donc un peu genre un monkeypox Ebola quoi. Et les Américains, en ce moment, en parlent beaucoup parce qu'il y aurait la présence de cette souche serait arrivée aux États-Unis. Mais tu sens qu'en réalité, c'est aussi une manière de sauver le soldat Fauci en disant « Mais regardez, il y a tellement de virus, tellement de machins que quand Fauci s'en occupait, on n'en avait pas vraiment conscience parce qu'il faisait super bien le boulot. Et sans lui, on trouve pas d'équivalent. Et d'ailleurs... ils adoreraient presque qu'il y ait une nouvelle épidémie. Donc de là que des gens comme Fauci, tu vois, alors évidemment je peux pas imaginer qu'il en soit capable, mais tout à l'heure t'évoquais que les dirigeants du monde sont capables de faire des choses qu'on a du mal à, voilà, c'est ça, tu vois, c'est des grosses pustules, tu vois, c'est pas très ragoûtant, et il y aurait des souches mortelles en ce moment au Congo et qui seraient arrivées sur le sol américain. Donc le message c'est, voilà, il va y avoir plein d'épidémies, il va y avoir plein de choses, et heureusement qu'on a des personnes strictes comme Fauci. Et si tu veux, les gens comme ils ont vacciné leur famille, ils ont vacciné leurs enfants, ils ont vacciné leurs parents, ils ont
obéis à tout, c'est très difficile de croire que tu t'es fait avoir. Et donc, comme Fauci continue à nier, et que les gens comprennent pas tellement ce que ça veut dire gain of function, parce que chez toi, tu vois, on peut développer doucement, on peut expliciter doucement, mais sur toutes les chaînes de télé américaines ou tous les programmes, dès que tu commences à dire quelque chose, t'as 10 personnes qui te tombent dessus. Et les gens n'ont pas la patience de regarder ce qui se passe au Sénat et au Parlement. Donc ils font confiance à leur chaîne de télé pour leur donner le résumé. Et évidemment, la chaîne de télé, elle va pas donner un résumé qui donne la réalité de ce qui s'est passé. Donc nous, on est sur YouTube, sur Twitter, tu vois, on est assez actifs, mais les personnes ne consacrent pas beaucoup de temps à l'information. Tout à l'heure, j'étais sur une terrasse de café et j'essayais de savoir ce qui se passait en Iran, mais 99% des gens qui étaient sur la terrasse, dans une semaine, ils sauront même pas qu'il y a eu un accident avec un président iranien, et éventuellement ils sauront s'il est mort, mais sinon c'est une nouvelle qui va leur passer au-dessus de la tête. Comme Fauci, ils ont oublié Fauci. Tu sais, c'est comme les stars de la Star Academy. En fait, Fauci, ça a été une star, mais en réalité c'est qu'un boulon, Fauci. Il était là depuis 30 ans, pour jouer le rôle, et il a parfaitement bien joué son rôle. Et maintenant, voilà, c'est comme Navalny, c'est comme d'autres personnes. Ils ont un rôle à un moment, puis le système, il peut se débarrasser d'eux. Et ce sera sans doute le cas à un moment ou un autre de Zelensky. Et c'est comme ça. Ça a été le cas de Kadhafi, ça a été le cas de Saddam Hussein, ça a été le cas de tous ces gens-là. Tu vois, Saddam Hussein, il était utile pour faire la guerre contre l'Iran. Kadhafi, il était utile pour enrichir les présidents et payer leur campagne. Mais une fois que le type veut créer une monnaie panafricaine basée sur l'or, il est plus utile, il devient dangereux. Donc on le fait sauter. Si ça crée des dizaines ou des centaines de milliers de morts, ils s'en foutent. Puisque rappelle-toi Nuland qui disait ok, c'est quoi 1 million de morts en Irak, on leur a apporté la démocratie. Bah, je suis pas sûr que les Irakiens aient l'impression qu'ils ont la démocratie. Oui, tu n'auras pas d'Irakiens qui vont venir te l'expliquer. Bah Qu'est-ce oui. que ça a donné l'intervention américaine sur les plateaux de télé? Ah ben ils profitent plus de leur pétrole. La seule chose que les Américains continuent à contrôler entièrement, c'est le pétrole. D'ailleurs, ils contrôlent également le tiers du pétrole en Syrie. Et la totalité des acheminements de pétrole en Libye, il faut pas croire que c'est les groupes rivales qui gèrent. Hein. C'est toujours pareil, ça c'est des zones protégées. Hein. Là, pour le coup, on n'en parle pas trop dans les médias, mais là on met l'armée. Hein. Pour sauver les gens, il n'y a plus personne. Ça c'était uniquement pour renverser Kadhafi qu'on s'intéressait officiellement à sauver des vies. Et c'est comme le Covid. Hein. Pourquoi est-ce qu'on était capable de dépenser des centaines de milliards pour un projet complètement Frankenstein, alors que avec 100 fois moins, on pourrait supprimer la soif sur Terre? Exactement. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. Et ça tue combien de personnes, la mauvaise eau sur Terre? Alors évidemment, ils sont prêts avec 100 fois moins à sauver la malnutrition en nous faisant manger des insectes. Donc, t'imagines, en fait, ils ont des plans mais vicieux, ils font des steaks qui sont fabriqués comme des tumeurs, c'est synthétique, c'est tricoté, enfin, réellement, ces gens-là sont des fous, malades, dangereux. Et il faut les changer. Il faut que petit à petit, on ait des gens sains. Mais on dirait qu'on est dans le tumulte du quotidien, de notre paiement à la fin du mois, puis on veut... on a d'autres choses. Ça prend, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que ça nous prend une bonne crise où nos fondamentaux seront mis en danger pour que les gens se mettent à réfléchir. J'ai l'impression que tant qu'on va être dans ce système-là, puis qu'il y en a une majorité qui en profite encore, ça va être difficile, Bertrand, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de ça. J'ai l'impression, on parle du basculement du monde. Moi, ça fait 2 ans que j'en parle. Même, il y a du monde qui me dit, Carl, arrête de dire ça, là. Basculement du monde, on est tanné, mais on est en plein dedans et on va mettre fin ensuite à l'émission. Vas-y, Bertrand, on t'écoute, il y a du nouveau.
Les dernières nouvelles, il y en a pas. C'est comme d'habitude sur Internet. Alors il y a des gens qui pensent trouver drôle de dire que toutes les images où on voyait toutes les ambulances, en fait, c'était là où l'hélicoptère s'était crashé et ils voulaient pas le dire parce que l'Iran est un pays menteur, etc. Donc tu vois, ça c'est les officines qui sont payées pour perturber en fait tout le monde. Ils font la même chose avec l'attentat Crocus, avec c'est toujours c'est Daesh, c'est les Iraniens, évidemment c'est pas un attentat, c'est les hélicoptères en Iran, c'est de la merde, ou alors c'est un sabotage mais interne. Mais la réalité c'est que il y a les pays voisins en fait qui ont proposé de fournir des drones avec de la vision nocturne pour essayer d'aller là-bas, puisque le seul groupe qui avait accédé, mais ils avaient accédé au site, mais sans pouvoir dire exactement où ils étaient. Encore une fois, pour faire une triangulation avec des bornes téléphones, il faut que vous ayez 3 bornes téléphoniques pour situer le téléphone. Donc eux, en fait, ils arrivaient avec des systèmes de talkie-walkie ou autres. Donc ils ont dit on arrive sur site et ils ont disparu. Mais ils pouvaient pas dire précisément où ils étaient. Les gens savaient juste d'où ils partaient, mais c'est des zones qui sont sur des centaines de kilomètres en fait. Et c'est vraiment une zone où il n'y a pas d'habitants en Iran. C'est un très grand pays, l'Iran. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? Il y avait 3 hélicoptères. Ils sont partis de l'inauguration d'un barrage fait entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. À cet événement prévu de longue date, il y avait le président d'Azerbaïdjan, le président d'Iran, et chacun avait d'autres ministres, dont le ministre des Affaires étrangères iranien. Tous les personnages iraniens importants sont montés dans le même hélicoptère. Et cet hélicoptère, les versions ont varié au fur et à mesure, a dû faire un atterrissage d'urgence, a été frappé par la météo, ou a été frappé par un objet non identifié. Tout ce qu'on sait, c'est que les 2 autres hélicoptères ne sont pas restés sur zone pour l'attendre. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils volaient proches les uns des autres, mais on sait que les autres hélicoptères sont arrivés à bon port. Depuis, il y a plein de sources qui divergent. Certains disent qu'on a entendu les passagers de l'avion qu'ils étaient vivants mais qu'ils se sentaient pas bien. D'autres disent qu'on n'a aucun message mais qu'on a identifié des téléphones qui permettaient de mieux localiser le lieu de la chute. Donc en réalité, c'est le vide complet. En ce moment, à Téhéran, l'armée est en train de prendre le contrôle de tous les points stratégiques, les médias, les ministères, etc. Pourquoi? Parce que quelle que soit la réponse, que ce soit un attentat, que ce soit un acte de guerre, que ce soit un sabotage ou que ce soit une malfonction, donc une erreur humaine ou quelque chose, ça va créer une instabilité en Iran. L'Iran, c'est un pays démocratique, le président, il est élu, les élections en Iran sont toujours disputées, et donc il y a des gens qui vont vouloir essayer d'influencer le nom du nouveau président, et ça va pas se passer de façon paisible. Donc on peut s'attendre à une période tumultueuse en Iran, une période peut-être dans laquelle l'ayatollah Khamenei va envisager de donner une importance plus forte à l'armée. Mais est-ce qu'au sein de l'armée, ils auront quelqu'un qui a le bon profil pour calmer tout ça? Enfin, on sent que la situation est grave. Imaginons même au Canada ou dans tous les pays du monde, tu vois, dans le même avion, le président et un ministre important, un gouverneur important qui disparaissent. C'est étonnant. Même dans les films catastrophes, ils n'oseraient pas un tel scénario. Tout ça se passe à quelques kilomètres de la frontière de l'Azerbaïdjan, dans une zone où Israël a une base militaire, et donc qui dit base militaire dit base du Mossad, à grande proximité de là. C'est une base connue, hein. C'est pas du tout une base secrète, c'est très officiel, et les relations entre Israël et l'Azerbaïdjan sont excellentes.
Et on sait qu'il y a des choses très compliquées avec, en ce moment, avec l'Arménie. Mais on a également une situation très compliquée avec la Géorgie. Et tous ces pays-là sont des zones qui intéressent, on ne peut plus, hein, Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, l'Occident pour essayer d'affaiblir durablement la Russie et évidemment l'Iran. Mais la cible de tout, c'est toujours la Russie. Il faut savoir que tout ce qui se passe a pour objectif d'affaiblir la Russie, qui est véritablement l'ennemi numéro un. T'évoquais tout à l'heure Trump contre la Chine. Ben à la limite, c'est un peu le bluff du joueur de poker de Trump. C'est comment faire venir plus d'argent. Il aurait pas fait de guerre, il aurait pas fait, il utilise entre guillemets comme un homme d'affaires sans foi ni loi tout ce qu'il peut utiliser pour profiter à son pays. Mais n'empêche qu'il dépasse pas certaines limites et les Chinois l'ont démasqué. Donc dans les négociations avec la Chine, à la fin c'était toujours quelque chose d'équilibré qui ressortait. Alors que dès que les démocrates sont arrivés au pouvoir, le nombre de guerres dans le monde a explosé. Pendant les 4 ans de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu quelques assassinats, mais il n'y a pas eu de guerre. Bertrand, merci beaucoup. J'ai quelque chose à te mettre. Je veux profiter de ton savoir sur l'art, parce que ça est sorti cette semaine. J'ai vu passer ça dans le clavardage tantôt. Et j'aimerais, comme critique d'art, que tu nous parles. Je vais juste activer l'image là pour montrer. C'est dans Doigt d'honneur de Michel Carrington qui nous a présenté ce petit clip de portrait que le prince Charles s'est fait donner. Alors, je te montre ça, puis j'aimerais avoir ta critique de ce tableau. Alors, il y a des gens qui nous ont demandé que tu nous parles de ce tableau-là. Donc, on va prendre 2 minutes, là, on va terminer vraiment, là, on va terminer l'émission là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, la première chose qui marque très fortement avec ce tableau, c'est que à part les mains et le visage, le tableau est tout rouge. Donc l'uniforme, le décor, donc on revient au thème du sang, qui a été omniprésent, le sang avec les injections, le sang avec les morts, et le sang des vampires dont parle Poutine. Donc là, on a un tableau qui est sanguinolent, mais on a aussi une impression de flamme, en fait. Et pourtant, baigné dans le sang, baigné dans les flammes, le visage de Charles est très apaisé. Ensuite, la position des mains, et d'une façon générale, la position du corps, est pas sans rappeler la Joconde. Donc on a, un visage un peu énigmatique, les mains dans la même position, comme la Joconde. Donc c'est un clin d'œil important à Léonard de Vinci, qu'il faut pas négliger. On est devant une référence à un peintre qui ferait peut-être partie de lignées très particulières. L'histoire de Léonard de Vinci, si les gens ont vu mes capsules sur Macron, est véritablement intéressante. Mais après, il y a un papillon monarque sur son épaule noire. Et le papillon monarque, c'est le symbole des expériences MKUltra. Et comme il est sur son épaule droite, ça sous-entendrait que le prince Charles, en fait, est un pion du système MKUltra, donc du système de la CIA. Et donc, ça expliquerait tout ce qui se passe en ce moment dans la famille royale depuis la mort de la reine d'Angleterre, avec la disparition de Kate, etc. Donc, finalement, le prince Charles, le roi Charles d'ailleurs, n'est quelqu'un qui est très instrumentalisé. Mais le plus troublant dans ce tableau, en fait, on le voit quand on démultiplie le tableau. Donc, vous prenez le tableau et vous le mettez face à un miroir et vous mettez à côté l'image miroir du tableau. Et ensuite, vous le redépliez en vertical et d'un seul coup, et c'est vraiment troublant, vous voyez apparaître le diable.
vous voyez apparaître Baphomet, vous voyez apparaître, c'est-à-dire que entre les 4 Charles, vous allez avoir véritablement, et ça n'a rien à voir avec le hasard de Rorschach, vous savez, avec vous mettez une goutte d'encre et puis vous pliez le papier et vous le rouvrez, et puis vous allez voir des papillons, des diables, plein de choses. Là, c'est vraiment volontaire. Et il n'y a pas du tout d'ambiguïté. On le voit très très nettement. J'ai fait plusieurs tweets là-dessus. Et donc, c'est un tableau qui est annonciateur de la position que pourrait occuper la couronne d'Angleterre dans ce qui est en train de se passer, dans ce qui est en train d'être prophétisé sur la venue du diable. Et donc, quelle est la place exacte qu'il occupera? Le papillon montre que c'est pas un personnage central, mais c'est un rouage utile. Et vraiment, c'est flippant parce que, en fait, bon, d'une part, c'est pas un tableau anodin puisqu'il assiste à sa remise. Il est quand même le roi d'Angleterre. Donc, et il le découvre pas là, le tableau. Évidemment, on lui a montré, il a validé, etc. Mais l'artiste qui est choisi est très connu pour ça. Donc, c'est un artiste extrêmement satanique qui appartient à certaines communautés particulières. Et tous les portraits connus qu'il a fait, il a fait un portrait de Hearst, il a fait un portrait, comment il s'appelle, l'artiste de Usual Suspect. Et à chaque fois, on a le même type de dessin. On a même un où on voit apparaître très nettement, mais véritablement, la copie du Saint-Suaire. Donc, c'en est mais flippant, mais un Saint-Suaire diabolique. Non, mais c'est incroyable. J'ai mis ça sur un post sur ce sujet, sur mon flux X. Il se moque de nous. C'est comme la photo officielle du président Macron. Ce tableau, tout ça, c'est une somme de sigles. Si tu veux, c'est comme l'ordinateur d'Hunter Biden, c'est comme les vidéos où tu vois Biden qui essaie de caresser les seins naissants de jeunes filles ou les renifler. Ces gens ont véritablement des problèmes de relation avec les enfants. Ils ont des problèmes avec le sang. On a vu dans l'environnement d'Hillary Clinton, avec Podesta, etc. Il y a eu plein de questions avec l'artiste ah oui, serbe. Des tableaux là, avec les enfants là, exactement. Torturés ou je sais pas trop. Exactement. Là, et là, maintenant, on a le roi d'Angleterre qui se prête à ce jeu et on se dit que c'est vraiment très, très, très inquiétant. Et on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et je suis vraiment impatient d'avoir la vérité sur ce qui s'est passé en Iran. Et j'espère qu'on tournera la page et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais évidemment, si tu veux, s'il y a plus de téléphones qui fonctionnent, qui captent les systèmes radio des hélicoptères, on sent que c'est un crash extrêmement violent. Parce que tu vois, ça peut pas être un crash simple, donc je suis assez inquiet, je dois avouer. En tout cas, merci Karl pour cette belle invitation. Bertrand. Très belle émission encore une fois, puis on se revoit si tu es toujours disponible. Dimanche prochain. À tous les dimanches soir, 20h, c'est un rendez-vous. Gros merci pour toute l'information livrée ce soir et on se reparle la semaine prochaine.